Et c'est l'heure de notre chronique des souris et des hommes. Avec nous, Jean Pouly. Bonjour Jean. Bonjour Florence. Alors aujourd'hui, on va parler de trading algorithmique et à haute fréquence. Ne riez pas. Je suis arrivé à le dire tout à l'heure, trading algorithmique. Enfin, Jean, le numérique transforme-t-il la bourse en casino ? On va essayer de répondre. Effectivement, le monde de la finance est touché aussi par le numérique, comme tous les secteurs que j'aborde dans cette chronique. Et parfois, les observateurs ont tendance à trouver un petit peu facilement, finalement, des boucs émissaires qui expliqueraient les dérives qu'on constate, qui sont plutôt dues à la cupidité des spéculateurs et des traders. Mais le monde de la finance, en fait, utilise depuis déjà longtemps les évolutions du numérique, comme tous les secteurs de l'économie, car quelque part, ces deux matières premières de la bourse et du trader, c'est l'information et c'est le temps. C'est vraiment les deux piliers sur lesquels il s'appuie, et c'est finalement assez logique qu'il recherche à optimiser l'accès à l'information et la rapidité de la circulation de l'information. Alors même si donc les informatiques électroniques sont au cœur de la bourse depuis une trentaine d'années, c'est vrai que il se développe depuis peu de temps, 4-5 ans, ce qu'on appelle effectivement le trading à haute fréquence et le trading algorithmique. On va expliquer un petit peu ce que c'est. Oui, s'il vous plaît. Voilà. Et qui s'est développé, c'est vrai, aussi dans le contexte de la crise qu'on vient de connaître depuis 4-5 ans et qui a braqué les projecteurs, en fait, sur ces acteurs de la finance qu'on a mis un petit peu au banc des accusés. Donc voilà, cette finance à très haute vitesse qui, paraît-il, favoriserait justement la spéculation. Alors, quelles sont les nouvelles formes de trading numérique ? Alors, ce qu'on appelle effectivement la haute fréquence, le trading à haute fréquence, désigne tout simplement la haute fréquence des achats et des ventes qui sont passées chaque seconde. Rendez-vous compte, Florence, on peut aujourd'hui passer 200 ordres de vente d'achat par seconde. Voilà. Alors dans ce contexte, chaque milliseconde de gagné compte. Aujourd'hui, il faut savoir que les sociétés d'investissement investissent près de 300 millions d'euros pour gagner 5 millisecondes. Ça fait 60 millions d'euros la milliseconde de gagner. Vous voyez l'importance de la rapidité à l'accès à l'information. Alors, je vois aussi, moi, dans ce terme haute fréquence, un clin d'œil à ce qu'on appelle le cadencement des puces, qui sont le cœur, en fait, des ordinateurs, puisqu'on parle de fréquence également. Et c'est la puissance de calcul de ces ordinateurs qui est en jeu. Et effectivement, pour la bourse, pour les traders, on recherche des ordinateurs extrêmement allégés, qui fonctionnent très très vite et qui sont capables de calculer très vite. Voilà, en fait, ça permet à des ordinateurs de passer des décisions très complexes rapidement, de traiter des informations avant même que les intermédiaires humains ne les observent. Et en fait, c'est une catégorie, le trading à haute fréquence, du trading, alors ce fameux mot algorithmique, c'est-à-dire qu'il utilise des algorithmes qui sont des suites mathématiques, qui sont concoctées par des as de la finance et des mathématiques, voilà, pour permettre en fait à des machines d'acheter, de vendre des titres en décidant tout seul, ces ordinateurs, d'un ensemble de variables comme l'instant d'ouverture, ce qu'on appelle le timing, ou de clôture d'ailleurs, le prix et le volume des ordres. Alors cette capacité un petit peu surdémultipliée à passer des ordres de change, touche en fait tous les métiers de la bourse, et il faut le savoir, concerne près de 3/4 des échanges maintenant au Nasdaq, donc aux États-Unis, et plus de la moitié en France sur le CAC 40. Mais alors comment cette forme de trading électronique s'est imposée ? Alors, ce qui est assez marrant, je trouve que c'est assez illustrateur en fait du débat entre l'homme et la machine, ça s'est déclenché en fait sur des erreurs humaines. En 94, il y a eu une fraude assez importante qui a été sanctionnée par l'autorité des marchés américaine qui s'appelle la SEC, et il y a eu plus d'1 milliard de dollars d'amendes qui ont été payées, voilà, pour cette fraude. Et quelque part, la SEC en a profité pour casser le monopole des intermédiaires, qui étaient des intermédiaires humains, des agents de change, et tout le monde a pu, donc les investisseurs eux-mêmes en fait, ont pu commencer à faire du trading en louant à ce qu'on appelle les Electronic Communication Network, des ECN, qui sont en fait des plateformes électroniques, et tout le monde a pu se mettre à échanger directement des ordres, et donc à bénéficier des multiples avantages du trading électronique. Alors, par exemple, un ordinateur, ça ne triche pas. Bon, c'est une machine, ça ne ment pas, et normalement, ça ne panique jamais. Alors voilà, c'est un petit peu pour contourner, soi-disant, des horribles défauts qu'auraient justement des traders émotifs ou cupides. Bon, il faut surtout voir en fait que ça fait aussi baisser les coûts de transaction, parce qu'on se passe d'opérateurs humains qui, par définition, sont plus chers, plus lents que les machines. Et puis, le trading électronique permet d'augmenter considérablement ce qu'on appelle les liquidités du marché, puisque ça facilite les échanges.
Et donc, ça facilite les investissements et ça équilibre les prix entre les différentes places de marché. Enfin, ça répond aussi à des exigences réglementaires qui sont apparues aux États-Unis. Très bien. Et alors, quels sont ces inconvénients ? Les inconvénients, ils sont généralement, enfin, on accuse en tout cas que ce trading à haute fréquence favorise la spéculation, parce que il faut savoir que les traders, en fait, ils sont rémunérés essentiellement au volume de transactions qu'ils passent, et donc ils ont un peu tendance à échanger de plus en plus entre eux grâce à ces facilités électroniques, et ça favoriserait la spéculation. Et puis, alors c'est un peu bizarre, mais si les ordinateurs ne paniquent pas, en revanche, ils peuvent aussi s'emballer et exécuter comme ça, sans sourciller, des millions d'ordres erronés, comme ce fut le cas notamment en 2002, où il y a un ordre qui a été rentré un peu par inadvertance de 4 milliards de dollars au lieu de 4 millions de dollars, ce qui n'est pas la même chose. Énorme, hein. Voilà. Et ça a fait chuter le Dow Jones de plus de 100 points. C'est près de 600 millions d'actions qui ont été échangées avant que l'on s'aperçoive de l'erreur. Ou encore en 2010, plus récemment, une erreur de programmation, des machines, qui a fait plonger le Dow Jones de 10% en quelques minutes. Donc on voit que les ordinateurs finalement sont faillibles également, puisque ils ne réfléchissent pas par eux-mêmes et ils peuvent mal interpréter des nouvelles. Et on leur reproche aussi de se retirer en fait très vite du marché quand ça commence à chauffer. À quelque part qu'ils n'ont pas de sang-froid. Alors c'est très paradoxal parce que je viens de dire quelque part qu'on leur attribuait tout un tas de qualités sur donc des promesses d'éliminer certains défauts humains. Et oui, ils n'ont pas certains défauts humains, mais ils n'ont pas non plus toutes les qualités humaines. Et donc c'est pour ça qu'il convient en fait d'encadrer, c'est ce qu'on appelle l'algo-trading, parce qu'il est porteur en lui-même de ce qu'on appelle des risques systémiques, qui peut emballer des crises, faire accélérer des mouvements de panique, alors que l'homme, quelque part, à cause de sa lenteur, peut servir de quelque part de pare-feu. Voilà. Et alors, pour conclure, Jean, quelle perspective pour cette nouvelle forme de finance électronique ? Écoutez, je crois qu'elle est très clairement encore en expansion quand on voit effectivement les investissements dans la fibre optique pour l'accélération des échanges. Dans le même temps, on voit bien que les régulateurs et le législateur aussi avancent pour encadrer un peu mieux ces pratiques, pour justement imaginer des systèmes de pare-feu, parce que quand ça s'emballe, il va falloir pouvoir détecter des erreurs, arrêter des mouvements de panique, etc. Éviter des spéculations trop fortes qui sont faites, par exemple, sur des matières premières. Donc l'idée, c'est toujours un peu ça. C'est pas les outils qui sont en cause à chaque fois, c'est leur utilisation. Et l'idée, c'est bien d'être assisté par des ordinateurs et non pas d'être totalement remplacé. Merci beaucoup, Jean. À bientôt.